donc 28 mai 2026, nouveau webinaire que nous avons le plaisir d'avoir avec David Arnoux pour la suite et la conclusion de cette épopée, de cette aventure. Nous avons eu du coup le mois dernier la première partie, c'était extrêmement intéressant. Donc là, généralement, pour Dita Molière, on fait toujours une petite introduction avant de laisser la parole au speaker. Dita Molière, pour rappel, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est une information connue, c'est une association à but non lucratif qui a été créée il y a environ 6 ans avec dans son bureau des professionnels, mais aussi des enseignants qui travaillent à l'université. Voilà, donc vous avez la liste ici, et c'est une association qui a véritablement vocation à créer du lien, à produire de la ressource pour la communauté des utilisateurs de Dita, mais je dirais même de façon plus étendue au niveau de la communauté TechDoc de manière générale. Effectivement, les activités de notre structure sont permises par des sponsors qui sont ici référencés, des sponsors qui sont soit des intégrateurs, soit notamment des institutions publiques comme l'Université de Rennes ou l'Université Paris-Cité, des éditeurs comme Componize qui a des concepts, Free Topics, et il y a des partenariats qui sont du coup en cours de finalisation de négociations, de discussions, notamment avec Simpa, que je me suis permis d'ajouter ici, mais on sera effectivement très heureux de pouvoir les inclure et les considérer très bientôt comme également nos sponsors. Les événements à venir, écoutez, on approche de l'été, donc l'association va prendre un peu de congé et pendant, je pense, environ un mois et demi, on va être en pause. On reprendra sans doute en septembre-octobre avec des nouveaux webinaires. On n'a pas encore fait le choix, mais on est toujours ouvert. Passez le mot, n'hésitez pas. Et puis, il y a toujours des sujets intéressants. N'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez envie de contribuer. En tout cas, aussi en parallèle, sur notre site internet, nous avons une activité continue de publication avec des nouveaux articles. Et puis, le gros événement, effectivement, annuel pour Dita Molière se passera en janvier. Et on lancera sans doute avant les vacances, Marine, je pense. On va sans doute commencer l'appel à candidature pour des propositions de communication puisqu'en janvier, du coup, on a une journée entière, pour rappel, sur Paris, avec des conférences, et c'est l'occasion de se voir, de réseauter, de discuter, de partager des expériences, des cas d'usage. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir, je suis super content d'avoir David qui vient pour cette seconde partie avec industrialiser, automatiser et ajuster au regard du coup de cette première partie qu'il avait faite il y a un mois. David, je te laisse le micro. The floor is yours. Et je vais Merci ensuite Gaspard. partager. Eh bien, bonjour à tous. Merci Dita Molière de l'invitation. Ah, c'est toujours un plaisir de participer à cette association qui est très importante. Et donc, j'apporte ma peu modeste pierre à l'édifice pour partager les expériences et puis faire progresser les choses, j'espère, dans le bon sens. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Alors, je vais mettre, ça devrait fonctionner. Donc, non, c'est pas ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon pour vous. OK. On va donc, je vais vous parler donc de d'ITA évidemment. Donc, c'est la deuxième partie. D'une première conférence le mois précédent. Alors, pour un petit rappel, hop, je vais revenir là. Tac, hop, je reviens là. Voilà. Voilà, OK. Donc, au niveau de l'agenda, donc on avait vu en première partie, la présentation. J'ai 45 minutes devant moi normalement, si je me trompe pas. Donc, je vais essayer de respecter l'horaire. Donc en première partie, on avait vu donc la présentation de l'entreprise, on avait fait un rappel d'historique, esquissé les raisons du choix de Dita, et puis commencer à parler du système sur l'aspect humain et technique. Et donc cette fois, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le détail des éléments techniques, on va regarder l'architecture, bien sûr tous les problèmes qui se sont produits et c'est normal, il n'y a que celui qui ne fait rien qui n'a pas de problème. On va ensuite, je vous parlerai d'une automatisation.
notamment pour un cas d'usage très précis nous concernant pour des icônes. Et puis en avant-première, je parlerai voilà, de la prochaine étape dont j'avais esquissé, qui est en fait la migration des aides en ligne. Donc ça, j'en parlerai un peu plus. J'ai ajouté quelques slides d'ailleurs pour aujourd'hui. Et puis enfin, je conclurai évidemment comme à l'usage. Alors, donc, au niveau de l'architecture des contenus, si on regarde en détail la typologie de nos contenus, on a principalement au niveau documentation ce type de contenu assez classique où on va avoir des textes, des images, et on a concrètement, en analysant par rapport à ce que propose Dita, on a à peu près dit en fait que il y avait à peu près 90% de tâches qui étaient dans nos documents, avec le reste réparti sur du concept et de la référence. Donc des tableaux et des choses d'explication théorique. Donc on est vraiment dans des contenus très procéduriers, avec des étapes, des images, des notes. On est vraiment dans le concret et on a des procédures. Donc ça, c'est vraiment 90% de nos contenus sont des tâches. On a aussi une granularité qui est volontairement maîtrisée. On n'est pas allé trop loin dans le détail et la réutilisation. On a trouvé on a essayé de trouver la bonne granularité. On n'est pas allé trop loin dans la réutilisation. On voulait vraiment euh, réutiliser uniquement ce qui était vraiment nécessaire. Parce que quand on va trop loin, finalement on travaille pour rien et on complexifie la structure. Et puis on a évidemment donc les maps, les data maps dont on a besoin, hein, qui sont importantes pour assembler, qui est l'ossature du document et qui nous permet d'assembler le document avec la table des matières, évidemment, et un index, chose qu'on n'avait pas avant, notamment sur Word. Donc, au niveau de l'architecture, on a cette organisation. On a également une feuille de style CSS avancée, parce on a fait nos premiers essais avec le Dita Open Toolkit, avec des choses très très simples, et on s'est rapidement rendu compte que on avait besoin d'aller beaucoup plus loin sur la présentation, la transformation des informations, les couvertures. Enfin, on voulait vraiment être libre et avoir le maximum de possibilités. Donc, on a vraiment travaillé sur le CSS d'une manière avancée. Et puis, au niveau de l'architecture aussi très importante, avant, on était dans un format Word avec suivi des modifications. Mais ce n'était pas suffisant, et donc aujourd'hui, on a un système de versionning qui nous permet de créer des branches et de générer des tags, ce qui nous permet de revenir en arrière, de comparer des versions, d'avoir un environnement de développement finalement qui nous permet d'avoir une sécurité au niveau du code, et puis de pouvoir versionner et gérer nos différentes variantes de documents. Et enfin, on a intégré l'année dernière, alors on travaille évidemment sous Oxygène, un desktop, et on a commencé à utiliser Positron, donc qui est un assistant IA qui est intégré et qui donne plutôt de bons résultats, notamment pour le nettoyage du code, pour convertir un task en topic, pour reformuler, nettoyer, une analyse grammaticale, sémantique. Enfin, c'est vraiment un outil complémentaire qui permet de gagner beaucoup de temps dans cet environnement. Et enfin, évidemment, aujourd'hui, nous, on doit générer des PDF qui sont imprimés et donnés, fournis à nos clients lors des formations présentielles. Donc, on avait vraiment besoin la finalité, c'est quand même de construire des livres. Euh, alors, on n'est pas encore à l'étape de dématérialisation, mais voilà, on a un besoin voilà, de faire du PDF imprimable. Alors, au niveau de l'architecture du système qui a été travaillé, donc en gros, vous avez au centre donc, le CCMS Dita,
qui centralise toute l'information. Et puis vous avez donc plusieurs interactions, plusieurs utilisateurs. Donc on a édition, donc c'est le pôle dans lequel je travaille avec mon équipe. Et donc nous on interagit évidemment avec le CMS, CCMS d'ITA, et puis avec une plateforme de localisation, ici, là, qui en fait est séparée du CCMS, hein, qui a pour vocation de faire que de la localisation d'ITA. Donc en fait, il n'y a pas de lien entre le CCMS et la plateforme de localisation, et ça se passe très bien, hein. Et on a aussi nos auteurs, hein, qui sont les sources des documents, qui ont on va dire le savoir-faire, la connaissance, qui eux vont interagir dans le CCMS avec l'outil, hein, avec un oxygène adapté, un type WebAuthor par exemple, voilà, et qui se connectent en fait pour mettre à jour les documents. Euh, un quatrième ici système, alors c'est un automate, j'en parlerai un peu plus tard, mais en gros c'est une machine qui permet de déclencher des tâches automatisées entre le CCMS et, euh, et différents systèmes, notamment le coffre TopSolid ici, qui contient un certain nombre d'informations très intéressantes qui nous sont utiles pour construire les documentations. J'en parlerai un petit peu après. Et puis donc depuis le CCMS, on génère nos livrables, hein, donc on transforme nos informations en PDF, en HTML5, etc. Donc la sortie de tout ça, le résultat sort du CCMS directement. Voilà. Alors au niveau de l'architecture, pardon, j'ai fait une petite manip. Hop, tac. Voilà. Alors, au niveau de l'optimisation des localisations, on a identifié que la localisation grâce à Dita était beaucoup plus adaptée, optimisée. On avait tout un ensemble de mécanismes qui permettaient d'avoir des contenus au niveau de la structuration. Déjà, si vous structurez dès le départ, forcément, vous en tirez les bénéfices à la sortie de la localisation. Donc, vous allez avoir des contenus avec des segments très stables. Vous allez avoir une mémoire de traduction qui va être optimisée, puisque vous allez avoir toujours des codes stables. Donc, vous allez, in fine, réduire les coûts, puisque vous allez réutiliser beaucoup de traductions grâce aux mémoires qui vont être alimentées et mises à jour régulièrement. Donc là, c'est un point, effectivement, on en parle souvent, hein, avant de choisir Dita, mais c'est un des points clés qui permet de convaincre et de basculer vers cette technologie, puisqu'on gagne vraiment. Alors, avec Word, on en gagnait déjà, hein, on avait déjà des mémoires, etc. Mais là, avec le système, le code étant structuré, on passe encore un cran au-dessus, et on réduit encore significativement les coûts sur un certain nombre de langues, hein. On va plus vite et la qualité est meilleure. Et donc, ça ouvre des perspectives, hein, pour développer des nouvelles langues, pour attaquer des nouveaux marchés. Bon, je pense à l'allemand pour nous, à l'espagnol, à l'italien. Enfin bon, il y a plein de sujets. Mais en tout cas, c'est un levier très important. Et puis, il faut noter aussi que l'IA est de plus en plus performante en traduction technique. Donc ça remet en cause aussi un certain nombre de choses. Alors, il y a notamment en pré-traduction, on arrive à obtenir des résultats qui sont assez stupéfiants. Alors évidemment, ça nécessite toujours une relecture, il y a des hallucinations, il y a des erreurs, c'est pas parfait. Il y a des glossaires qui sont pas bons, enfin, il y a des termes techniques, puis il y a voilà, des mots qui. Enfin, donc il y a toujours besoin de relire, que l'humain doit toujours être là, mais en tout cas, ça permet de gagner en qualité et en rapidité. Voilà. Alors au niveau de l'automatisation, on a aussi gagné en fait, une capacité qu'on n'avait pas avant, clairement. On peut aujourd'hui, grâce à Dita, générer en multi-support, chose qu'on ne pouvait pas faire vraiment, hein.
Donc on peut, à partir d'une seule source, générer différents formats. Alors évidemment, ça va du PDF à l'HTML5, mais ça passe aussi par du Markdown, par de la base de données. Enfin, on peut vraiment manipuler et transformer l'information assez facilement. On a une cohérence des livrables, du coup, puisqu'on a une single source, hein, qui génère tous ces multi-supports. Donc on a vraiment une cohérence au niveau des livrables. Sur la mise en forme, en fait, comme tout est séparé, le fond et la forme, ben, on est agile, c'est-à-dire qu'on peut adapter. Là, dernièrement, on a modifié notre charte graphique. On est passé sur une charte très différente. Et donc, assez rapidement, en fait, on a su s'adapter avec un nouveau template, développé très rapidement. Eh bien, on a pu refaire des nouvelles couvertures, adapter la nouvelle charte graphique. Alors évidemment, il faut régénérer les livrables, mais c'est, ça aurait été très compliqué et fastidieux sur Word, par exemple, hein. Donc là, on a vraiment une grande agilité sur la mise en forme. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est une plateforme en mode SaaS partagée, on peut aussi automatiser grâce à des web services. Il y a des API avec en langage REST. Peu importe, mais en gros, on peut déclencher, automatiser des actions grâce à des web services avec des macros. On peut exécuter à distance voilà, donc des tâches. Alors, justement, c'est une transition pour expliquer un petit peu le besoin qu'on avait dans nos documentations. Alors, dans TopSolid, il y a beaucoup, beaucoup. Alors, c'est un client lourd, hein, c'est un logiciel très riche, très complet, et qui contient environ, il doit y en avoir un peu plus maintenant depuis le comptage, mais on a environ 15 000 icônes qui constituent l'interface, hein, dont vous avez un exemple ici. Euh, alors, ces icônes sont disponibles en trois tailles, donc en 16, 32, 48 pixels, d'accord? Et en fonction de la taille, ils sont pas exactement, enfin, ils sont différents, voilà, en fonction pour la lisibilité. Et ces icônes sont très utilisées dans tous nos contenus, évidemment, parce que nous, on utilise dans toutes nos procédures, on a nos icônes qui remontent, hein, avec le nom de la commande. Et ça a été un vrai sujet, parce que ces icônes, ils sont donc stockés et générés enfin stockés avec le code source. Ils sont stockés en format non exploitable, DITA, donc ils sont en format ICO. C'est un format qui est utilisé par le créateur d'icônes. Et évidemment, ils ne sont pas exploitables en DITA. Donc, en plus de ça, ils changent, ils sont mis à jour. Alors, pas tous les jours, évidemment, mais il y en a des nouveaux. Parfois, ils ajoutent, ils corrigent, ils font des bugs, il y a des petites variations, etc. Donc, notre question, c'était comment les rendre disponibles et les mettre à jour facilement dans le système d'ITA. Et bon, je me suis un peu voilà, fait de travail de recherche, etc. Et du coup, en fait, le plus simple, c'était d'écrire, de développer un générateur de bibliothèque dynamique pour construire en fait des reuse dans le CCMS euh, à partir de web services. Donc l'idée, c'est en fait de transformer l'information de l'icône et de le rendre disponible dans notre système d'ITA. Alors comment ça marche concrètement? Alors vous avez à gauche en fait un dépôt source, hein, TopSolid dont je parlais, où sont stockés les 15 000, 16 000 ICO dans une arborescence qui correspond au namespace d'une application, hein. Donc vous avez des milliers de répertoires avec plein d'autres éléments. Vous avez au centre le serveur automate dont je parlais tout à l'heure dans l'architecture, qui lui est une machine dédiée, séparée, qui va s'interfacer
avec le système CCMS. Donc en fait, la première étape, c'est qu'on fait un get, on récupère les ICO à jour, d'accord? Donc alors ça se fait de manière régulière, hein, mais donc on récupère la source. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va transformer l'ICO, on va extraire en fait de l'ICO l'image qui nous intéresse. Donc déjà, on va transformer la version 48 pixels qui nous intéresse, la plus riche, en format PNG, qui est un format reconnu et utilisé dans Dita. Et puis, en automatique, je vais générer des fichiers Dita, donc qui est en fait une structure, un reuse en fait, qu'on pourra utiliser avec des conref, etc. Donc c'est un tableau dynamique qui se met à jour à partir d'une arborescence de fichiers PNG. Donc ça va être classé par thème. Et puis enfin, on a un dépôt, donc le dépôt qui est dans le CCMS Dita. On va synchroniser tous ces dossiers, voilà, et les PNG et les points d'ITA dans le CCMS de façon à avoir la bibliothèque complète, donc avec les fichiers d'ITA, les fichiers PNG qui sont classés dans un bon répertoire au bon endroit. Donc ça, c'est un script finalement relativement rudimentaire. Et donc le résultat qui sur le CCMS, donc on retrouve en fait un dossier icons qui est versionné. Donc en fait, en fonction de la version, on va avoir des icônes différentes. Donc on a été obligé de versionner ces icônes parce que on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on versionne ou est-ce qu'on versionne pas? Et puis en fait, ça allait être trop compliqué de mélanger les icônes. On allait se retrouver avec des documents qui allaient se mettre à jour avec des icônes récents alors que le document avait été écrit dans une version précédente. Enfin, donc on a été obligé de versionner. Donc en gros, vous avez ici le répertoire racine de la structure avec le dossier qui correspond à la version. Et puis vous avez le répertoire CAD, CAE, CAM, Code, Sheet Metal, qui est en fait des catégories de produits, de documentation, dans lequel on va venir développer notre arborescence de PNG. D'accord? Donc là, ici, on voit tous les fichiers .dita qui contient les bibliothèques, d'accord? Avec tous les liens finalement vers nos PNG. Et puis, vous avez donc ensuite, à l'intérieur de tous les dossiers, les icônes en format PNG en 48 pixels, avec tout simplement voilà, l'aperçu, etc. Donc là, on se retrouve avec une structure qui permet de faire des reuse en référençant les fichiers d'ITA. On retrouve donc chaque icône a un identifiant, etc., etc. Et avec le chemin complet de l'image, on peut retrouver l'icône facilement et documenter le, documenter le texte, euh, enfin, associer l'image enfin, au produit sur lequel on est en train d'écrire. Voilà. Donc ça se met à jour, on va dire, toutes les semaines, choses comme ça. Donc ça marche plutôt bien. Et cerise sur le gâteau, je vous parlais tout à l'heure du versionning hein, avec des branches et des tags. Eh bien, le système est capable de versionner les bibliothèques. Donc ici, on est passé, par exemple, là, on compare une version 1.4 à une version 1.5. Et donc, on sait donc que l'automate a mis à jour en vert, là, on a des ajouts. Donc, des icônes des ICO ont été ajoutés par le développement. Et donc, l'automate a rajouté automatiquement ces nouveaux icônes dans le fichier DITA. Et puis, on a pareil pour les images, évidemment, on peut identifier ce qui a été ajouté. Et donc, on peut tracer ce qui a été modifié pour vérifier déjà si ça fonctionne correctement. Et puis, on peut, voilà, d'une version à une autre, vérifier quelles icônes ont été modifiées. Donc, et ça, évidemment, pour chaque fichier de famille d'icônes et par version. Donc, on met à jour la version courante, la version, enfin, on maintient la version N-1, se met à jour aussi régulièrement, mais en fait, on a souvent des mises à jour d'icônes en début de version.
parce que bon, bah, on corrige quand on publie une nouvelle version, il y a souvent des bugs, etc. Et donc, voilà, on corrige un peu tout ça. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Mais, voilà, maintenant je vais venir aux limites de tout ça. C'est-à-dire que c'est bien joli tout ça, mais on a évidemment des limites, hein, et quand le système montre ses limites, eh bien, on se retrouve effectivement devant des problèmes où la machine ne peut pas résoudre. Alors, les problèmes qu'on a rencontrés, on en a encore d'ailleurs un petit peu là-dessus, c'est que comme on a centralisé maintenant un système, précédemment on était sur un système indépendant, distribué, chacun avait son Word sur sa machine, tout allait bien, voilà, et puis voilà, ils n'étaient pas dépendants d'un système central. Là, on est sur un serveur central, et du coup, on a parfois des instabilités et des lenteurs intempestives qui posent des problèmes de productivité, hein, clairement. Donc là, on est en train de travailler sur le sujet, mais on est face parfois à des lenteurs régulières qui bloquent l'ensemble des utilisateurs. Donc quand on lance des process, tout ça, on a encore des choses assez instables et parfois c'est compliqué euh, pour régler ces problèmes de lenteur. Le deuxième problème qu'on a actuellement dans notre organisation, on a en gros des saisonniers, donc nos auteurs, techniciens qui forment nos clients, qui ont la connaissance, sont des saisonniers, des auteurs saisonniers qui ont 10 jours par an pour écrire les documents. Bien souvent, ils écrivent tous en même temps, à la fin du mois de juillet, quand l'activité est calme. Et donc, on a en gros des pics d'utilisation de licences concurrentes sur des très courtes durées. Donc, du coup, on va avoir 30 auteurs qui vont se connecter sur le système, qui vont utiliser le système 10 jours par an. Donc, auront déjà presque tout oublié par rapport à l'année dernière. Donc, il va falloir reformer ou faire des piqûres de rappel. Et en plus, il va falloir que le système soit disponible avec des pics d'utilisation. Donc ça, c'est un vrai souci pour nous, parce qu'en fait, les éditeurs de systèmes ne sont pas, alors je pense notamment à Oxygène, hein, qui n'ont pas d'offres commerciales adaptées à ce mode d'utilisation. Ils vendent sur des durées longues, sur des gros volumes. Et nous, on n'a pas besoin de 30 licences à l'année, hein. C'est vraiment, à la limite, si je pouvais avoir sur 2 semaines ou 3 mois. Et donc là, c'est aussi un souci, c'est que on n'a pas encore réussi. Alors, on y travaille, hein, mais c'est encore, euh, voilà, on, on trouve des solutions, mais c'est pas forcément très simple. Alors évidemment, comme vous le savez, en ce moment, c'est compliqué. Il faut faire plus avec moins. Et on m'a demandé voilà, de réduire mon budget pour s'adapter à la situation, hein. Faut optimiser et puis bah, c'est vrai que les résultats sont voilà, pas toujours. Voilà, enfin, faut s'adapter à l'économie. Et donc les réductions budgétaires, une fois qu'on s'est engagé vers ces gros systèmes-là, il faut adapter, trouver des solutions, être agile. Et parfois, en cours de projet, bah, on va nous demander voilà, d'optimiser. Alors, il faut le faire naturellement, hein, comme un bon père de famille, mais quand même, quand on demande une réduction budgétaire, il faut s'adapter. Donc ça, c'est aussi pas simple. Euh, Quatrième problème qui nous a été remonté par les auteurs, c'est que en fait, quand on produit du dita, comme on a séparé le fond et la forme, donc là c'est un avantage, hein. L'inconvénient, c'est que en fait, on travaille plus en WYSIWYG. Donc on ne prévisualise pas la sortie. Typiquement, la pagination. Par exemple, voilà, quand les auteurs produisaient des contenus, bah, ils faisaient un saut de page, voilà, ils ouvraient un nouveau chapitre, ils faisaient un saut de page. Bah, là, c'est plus le cas. On fait des topics. Mais oui, mais un topic, mais il va être sur quelle page? Et comment ça va se passer? Et donc ça, c'est quand même
La prévisualisation de la pagination, c'est quand même un. Bon, on s'adapte, hein, c'est une autre façon de produire du document, mais c'est pour un auteur saisonnier, c'est pas facile de s'adapter. Alors, on est parfois obligé, évidemment, de transformer en format PDF pour vérifier, évidemment, hein, ça on peut le faire. L'auteur saisonnier, lui, ne pourra pas le faire. Mais transformer pour juste vérifier que la page saute correctement au bon endroit, c'est quand même très cher. C'est quand même très cher. Et parfois, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'il faut transformer tout le document pour vérifier. On ne peut pas faire de transformation partielle vraiment. Donc, on a une perte de productivité aussi sur ça. Alors bon, il faut trouver des solutions, mais par rapport à ce qu'on avait avant, c'est quand même voilà, une régression, je trouve, hein, voilà. Mais bon, voilà, on arrive à produire quand même. Et puis aussi, voilà, quand on insère des images dans les contenus, précédemment, dans Word, vous pouvez avoir l'aperçu de l'image. Euh, et là, on l'a plus. Donc bon, ça, c'est des petits détails, mais toute la somme de ces petits détails font un contributeur lambda qui n'a pas forcément le temps et qui avait Word avant, bah, voilà, c'est des petits détails qui lui posent problème. Voilà. Donc ça, alors bon, ça c'est pareil, tout ça, ces points-là ont été notés, ils sont en cours de, de résolution, on réfléchit à tout ça, mais c'est des points techniques qui sont importants pour améliorer la contribution. Et enfin, on avait aussi, alors ça, le bug a été corrigé depuis, hein, mais on avait des problèmes de transformation avec des ressources externes à la racine du projet. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a des bibliothèques d'icônes qui sont communes à l'ensemble de nos contenus, eh bien, on avait des références qui remontaient de la DataMap, hein, en haut de la DataMap, et Data Open Toolkit ou voilà d'autres bah, en fait ça posait des problèmes d'intégration de ces contenus dans la transformation. Bon, là, a priori c'est réglé donc mais ça c'est pareil, c'est voilà, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, hein. Donc, voilà. Alors donc ça vient à la conclusion que bah, l'humain doit toujours rester aux commandes, bien évidemment. Et donc, l'instabilité dont je parlais tout à l'heure, bon, là, on est en train de faire des diagnostics, peut-être qu'il faut ajuster la plateforme, euh, peut-être des problèmes d'échelle, de disponibilité. Donc là, il faut trouver des solutions, hein, et puis creuser les problèmes. La gestion des pics d'utilisation, donc là, on a trouvé plus ou moins un modèle en réduisant la durée. Alors, on n'a pas tout résolu, mais en tout cas, on peut, pour certains utilisateurs, réduire la durée pour optimiser les budgets. Au niveau de la réduction budgétaire, bah, il faut ne pas hésiter à challenger ses fournisseurs, hein, et puis vérifier que ce qu'on achète est utile et seulement utile. Voilà, il faut vérifier. Parfois, on ne fait pas forcément attention, etc. Et donc là, du coup, il faut bien vérifier que voilà, on a bien acheté que ce qui est nécessaire pour optimiser au maximum. Et puis, la prévisualisation, bon, la solution à terme, je pense que ce sera de dématérialiser. Bon, c'est l'arme atomique, mais en gros, ce que j'espère un jour, c'est qu'on dématérialise tous nos supports et que finalement, nos utilisateurs, même en présentiel, aient accès à des contenus dématérialisés sur des écrans et qui puissent emmener, hein, avec eux par téléchargement, etc. Et donc, du coup, là, on a plus de contraintes de pagination de PDF, on passera sûrement de l'HTML5. L'aperçu des images, donc ça, c'est une petite fonctionnalité que je pense qui va venir par le futur. On aura bah, le bug, je vous l'avais dit, de transformation a été résolu. Et donc, on va passer sur la partie future. Donc, on va passer sur les prochaines étapes de la mission. Alors, il y a beaucoup d'idées, de choses, de projets. Alors, on a effectivement beaucoup de contenus techniques qui sont encore éligibles, hein, dans nos cartons. On a notamment toutes les aides en ligne de TopSolid qui sont actuellement faites sur RoboHelp.
On a encore en stock des autres documents historiques qui sont très importants, qui décrivent les concepts, la philosophie du produit, qui ont posé les bases du produit, qui sont pas, enfin, qui ont été faits sous FrameMaker, je crois, à une époque, et qui sont migrables, qui sont des bons candidats potentiels. On a aussi, là je suis en train de travailler avec le développement pour déployer le format Markdown pour alimenter nos futurs LLM. Donc on va avoir un petit chatbot intégré dans TopSolid et il va falloir l'alimenter. Et donc on est en train de tester comment alimenter ce chatbot et transformer toute l'information pour qu'il puisse répondre correctement et avoir toutes les informations dans son système. Euh, Évidemment, dématérialiser, ça j'en ai parlé, mais c'est vraiment. Alors c'est pas simple, hein, parce qu'on finit. Les impressions, il y a vraiment deux écoles, il y a un débat. Il y a un débat autour de ça, et donc on n'est pas encore arrivé à. Bon, la solution sera sûrement voilà, d'avoir des étapes de transition, mais on ne peut pas tout faire de front, hein, aujourd'hui. Donc pour l'instant, on est encore en format PDF et on imprime, mais ce sera, je pense, un sujet d'ici quelques années. On pourra développer beaucoup plus d'automatisation dans les workflows, clairement, avec ce qu'on a vu, les web services, les API, etc. Grâce à tous ces systèmes-là, on va pouvoir éventuellement, je pense, à déclencher des transformations à distance, pouvoir par exemple voilà, exécuter un format Markdown, transformer en Markdown en automatique, etc. Et puis pousser le code dans un dépôt d'une LLM. Enfin, on peut imaginer plein de choses qui pourront vraiment améliorer la fluidité de l'information. Et puis, on peut imaginer aussi d'agrandir le périmètre à de nouvelles langues. Donc ça, c'est aussi alors évidemment, il faut que tout grandisse, hein, faut que tout soit bien dimensionné, etc. Mais ça peut être aussi un atout pour se développer, hein, notamment sur des marchés porteurs, hein, comme l'Allemagne, l'Amérique du Sud. Euh, enfin voilà, il y a des sujets, il y a des demandes de traduction sur beaucoup de contenus qui sont très utilisés à l'étranger. Voilà les prochaines étapes. Et donc, je vais faire maintenant un focus sur les aides en ligne, puisqu'en fait, là, on est au cœur du sujet. Ça, en fait, ça a déjà commencé le futur. Le futur est déjà là. Et en fait, on a déjà regardé comment on pourrait aborder ce sujet. Et donc, on va déjà faire un état des lieux de ce qu'on a, hein. Donc, on a aujourd'hui des aides en ligne. Donc, il y en a une petite dizaine qui sont développées avec RoboHelp, organisées par produit. Et RoboHelp est l'outil historique qui a servi à développer ces contenus il y a 25 ans, à peu près, même peut-être un peu plus. C'est le principe, bah, vous connaissez, c'est quand on est dans un logiciel, on tape F1 et en fonction du contexte, on va avoir un contenu qui va s'afficher, hein, qui va s'ouvrir, soit un contenu en ligne, soit un contenu hors ligne, soit de différentes façons. Et là, il y a un exemple où vous avez une page pour le produit TopSuite Viewer. Vous avez une version en haut, ici, en format CHM, et puis vous avez l'équivalent en format HTML5. Voilà, donc voilà, justement, j'en parlais. Donc, l'idée, c'était de dire, bah, nos utilisateurs qui parfois sont dans des environnements où il n'y a pas Internet, doivent pouvoir accéder à l'information. Et donc, le format CHM, c'est un mode offline, donc local, et HTML5, c'est hébergé sur un serveur distant, ce qui permet d'avoir les deux formats. Voilà. On produit les aides en ligne en français et en anglais uniquement. Et donc du coup, on est parti à. J'ai fait une petite analyse des projets. Et donc là, vous avez un tableau. Alors c'est pas forcément très très lisible,
Mais vous avez en gros ici dans la colonne tous les projets RoboHelp qui ont été écrits depuis le début. Alors si on fait la somme de tout ça, ça donne un peu le vertige, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec, alors c'est pour une langue, hein, on a environ 1,5 million de mots pour l'ensemble des contenus. Donc on voit ici la répartition des projets, hein. Donc pour Top Solid Cam, on est à 340 000, pour Design, on est à 800 000. Donc il y a vraiment des gros volumes avec des topics importants. Donc on a environ 3000 topics, 2500 pour le camp. Et après, c'est des petits projets un peu plus légers. Donc c'est des gros contenus. Euh, il y a aujourd'hui, les auteurs des aides en ligne sont environ une dizaine de personnes. Ils ne font pas que ça, ils font de la outline, ils font des tests. Ils sont à la qualité, donc ils enrichissent l'aide en ligne au fur et à mesure des questions qu'ils ont avec les clients. Donc c'est un travail, on va dire, occasionnel, enfin régulier, mais en tout cas pas à plein temps. C'est des auteurs qui ne sont pas des rédacteurs techniques, ce sont des techniciens qui maîtrisent parfaitement l'outil. Mais ils écrivent, voilà, ils écrivent en français et ils traduisent en anglais avec le niveau qu'ils ont. Hein. Donc parfois, c'est pas forcément voilà, très. Voilà, mais en tout cas, ça fait le boulot. Donc l'écriture se fait en français. Et puis, pour certains, alors en fonction des projets, on va avoir des processus différents, on va avoir de la localisation. Certains n'ont qu'un seul projet qui traduisent avec un outil type Catalyst, et puis d'autres vont avoir un projet par langue. Et puis ils synchronisent à la main le français, l'anglais dans RoboHelp. Donc il n'y a pas de traçabilité, pas de vérification, enfin tout ça c'est vraiment l'artisanat, enfin pas de l'artisanat, mais disons que c'est vraiment fastidieux, quoi. Voilà. Et puis on peut noter aussi que certains projets RoboHelp sont multiproduits. Hein. Donc on voit ici là, dans la colonne c'est coupé, mais en fait là vous avez le produit CAM qui contient un autre produit qui s'appelle Top Solid Wire. Et puis dans le design, vous avez du wood, du mold, de l'électrode qui contient plein d'autres produits. Donc on a des contenus qui ont été embarqués dans d'autres produits. Enfin, au niveau de l'organisation, c'est pas forcément simple. Voilà. Donc ça conduit aussi peut-être à une réorganisation, à une réflexion sur la réorganisation. Et donc on a fait une estimation il y a environ, donc là vous voyez, on a fait des. Alors, il y a différents types d'éléments hein, pour l'estimation. Donc il y a le nombre de topics filtrés, qui sont en fait les topics bruts contiennent des références, hein, comme des reuse. Donc c'est des topics, il y a une grande partie qui sont vides. En fait, des topics nets, on va dire, il y en a environ 8000. Et puis après, bah, vous avez le nombre d'images. Il y a certains, là je reviendrai, il y a des codes, des fonctions avancées qui ont été utilisées. Et puis on a fait une estimation de traitement, de post-traitement pour migrer, et nettoyer et arriver à un résultat sous forme d'ITA d'environ 1000 jours. Voilà. Pour l'ensemble hein, des contenus. Alors c'est une fourchette haute, mais c'est énorme. C'est énorme. Hein. Euh, comment on va prendre ça concrètement? Euh, En tout cas, on avance, voilà. Mais le bilan, l'analyse du projet, c'est ça. Alors, on peut regarder aussi un petit peu comment ça marche entre TopSolid et le RoboHelp hein, aujourd'hui. Alors, en fait, TopSolid utilise une URL unique euh, qui permet en fait d'ouvrir la page, la bonne page du bon contenu. Donc vous avez ici par exemple une boîte de dialogue de TopSolid qui contient un champ, ici, un contrôle, donc rayon minimum de l'hélice. Et puis vous avez à droite hein, une petite boîte de dialogue, une boîte de développement, diagnostic. Et là vous voyez en fait qu'il y a un chemin, help, et il y a un chemin aussi, control help, qui est en fait le chemin de l'URL qu'il faut écrire,
qu'il faut respecter pour que quand on fait F1 et quand quand le contrôle ici est courant, eh bien, TopSolid va essayer d'ouvrir cette page. Donc, on va avoir un, un namespace qui permet, enfin ça c'est vraiment la base, et on doit respecter cette URL pour que la page s'ouvre correctement. Donc c'est uniquement, ça s'appuie uniquement sur des URL. Donc ça c'est très important aussi de comprendre le mécanisme pour pouvoir voilà, respecter tout ce qui a été fait dans RoboHelp et que voilà, on ne s'amuse pas à modifier les URL dans cette affaire. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc l'outil spécial pour identifier l'URL, dont je parlais ici, qui était. Bon, voilà. Alors tous ces éléments quand même, parce que quand on a mis le doigt là-dedans, bon, ça faisait beaucoup. Il y avait beaucoup d'éléments techniques et c'était vraiment, ça devenait un vrai challenge. Donc, alors, quand j'ai regardé un petit peu le code de RoboHelp, il génère un code XHTML qui est non structuré. Donc, en fait, on se retrouve avec plein d'éléments de contenu qui sont évidemment non structurés. Donc, il y a un peu le bazar. Euh, En analysant le code, je me suis rendu compte que pour certains projets, il y avait des fonctions avancées qui étaient utilisées dans RoboHelp, hein. Alors, donc que je ne connaissais pas. Alors, il y a notamment ce qu'on appelle des redirects. Donc, en fait, c'est des sortes de références externes, des pages vides qui font référence à d'autres pages et qui sont des redirections pour réutiliser des topics. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait dans l'analyse 8000 topics, mais en fait, il y a 5000 redirects donc, qu'il faut traiter. Dans certaines pages, on a des encres qui permettent de naviguer dans les pages. On a parfois des pop-up JavaScript surgissantes. Alors là, vous avez un exemple ici, hein, voilà, dans les dans lignes, des petits en cliquant, vous avez une petite boîte un pop-up quoi, qui s'ouvre avec d'autres contenus qui sont un topic, une autre page. Voilà un autre exemple. Voilà. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des images tableaux. Alors ça, c'est aussi la difficulté, c'est que certains auteurs de RoboHelp ont construit des images euh, avec des fonds neutres, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les textes de la boîte de dialogue et ensuite ils ont mis cette image en arrière-plan d'un tableau et ils ont reconstruit par-dessus un tableau et ils ont remis les textes dans des cellules. Donc ça a été une grande surprise pour moi, parce qu'en fait, on arrivait à une complexité, et donc c'était quasiment impossible de migrer ça, hein. Donc après, ça posait plein de problèmes de mise en page. Donc, là, ils sont vraiment allés très très loin la conception de l'image. Alors l'objectif, c'était de localiser facilement, hein, de sortir les textes des images. Mais ça a été une vraie difficulté pour migrer. Euh, C'était pas des images, ce que j'appelle des images tableaux. Donc, help me, Dita. Là, en fait, donc tous ces éléments techniques ont fait que bon, il fallait rapidement passer à un autre modèle. Et j'en suis venu déjà à la première conclusion, c'est que RoboHelp était devenu inadapté à notre besoin. Les auteurs perdaient quand même beaucoup de temps sur la production des contenus. On a découvert qu'il y avait des erreurs de lien entre TopSolid et les pages RoboHelp, que les contenus n'étaient pas structurés, qu'il y avait des problèmes de cohérence, que RoboHelp était maintenu plus ou moins. Enfin, on se pose de grosses questions sur l'outil en lui-même, hein. Alors, c'est RoboHelp 2019 hein, qui est utilisé, version classique. Ils ont sorti des versions plus récentes mais qui nécessitait, on perdait toute la mise en page, ils ont réécrit l'application, on perdait les templates, etc. Enfin bref, l'investissement, finalement, ça revenait à changer d'outil. Euh, et puis, d'autres raisons possibles, raisons importantes du choix, c'est-à-dire que bah, maintenant, on veut faire converger vers un seul système, il faut simplifier ces process, parce que aujourd'hui, on a un outil qui sait faire de l'aide en ligne.
Euh, alors, évidemment, ça a un coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maintient CHM et HTML5. Bah, si on fait le choix de Dita, ce qui est fait, c'est qu'on abandonne le CHM, qui est d'ailleurs un format plus ou moins abandonné, pour de l'HTML5 uniquement, qu'on pourra embarquer en local, évidemment, hein. Donc on pourra le mettre en local et en distant. Donc ça change, ça résout le problème, mais on garde qu'un seul format. On en profite aussi pour réécrire, refactoriser, revoir, relire, nettoyer, mettre à jour, parce qu'il y a des pages. Enfin, on a découvert en fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau du contenu, qui étaient plus à jour, les boîtes de dialogue étaient obsolètes, enfin, pas partout, mais c'est une bonne occasion aussi de nettoyer, moderniser, réécrire tous ces contenus. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments communs avec la documentation. Je pense aux icônes, évidemment, mais pas que. Il y a aussi des éléments, des textes communs, des présentations générales. Il y a beaucoup de, pas partout, mais disons que il y a des similarités et des ressources communes. Ce qui fait que voilà, c'est encore une raison supplémentaire. La présentation, évidemment, bon, vous avez vu en début de conférence, le template, tout ça, ça fait un peu, ça a vieilli, c'est daté. Et la maintenance du template, tout ça, c'est pas facile, enfin, c'est compliqué. Puis, donc, c'était aussi une opportunité pour améliorer la présentation. Et puis, j'ai envie de dire aussi, il y a un enjeu au niveau de la visibilité SEO et GEO. Parce qu'aujourd'hui, bah, les aides en ligne, c'est une source d'information, une base de connaissances qui est très utilisée par les IA. Et aujourd'hui, même si on publie sur un site internet avec du code RoboHelp, si on améliore notre code, on fait du vrai HTML5 propre, voire du Markdown embarqué, eh bien on peut améliorer notre visibilité, tant en SEO qu'en GEO, pour commencer à apparaître dans les réponses des IA sur certaines questions, hein. C'est l'avenir, de toute façon, c'est ça, on va poser une question dans un agent, on va dire comment je fais une ligne par deux points avec TopSolid, et l'IA va me répondre en disant, bah oui, il faut faire telle et telle chose avec le lien vers la page de l'aide en ligne. Hein, je pense que donc là, il faut vraiment une opportunité pour améliorer aussi cette visibilité. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est aussi d'en faire profiter notre chatbot intégré dans TopSolid. Alors, le format Markdown, c'est une possibilité, c'est une piste. Je sais qu'il y a d'autres formats encore plus adaptés. On est en train de travailler dessus. Mais c'est aussi l'opportunité d'embarquer nos aides en ligne dans un format structuré pour notre chatbot. Alors maintenant, on est face à un défi, hein. Donc là, il faut notre ami Yoda, là, il n'y a pas d'essai, c'est-à-dire que maintenant, il faut réussir, hein. Et donc, on va le faire. Donc, pour faire ça, évidemment, je me suis posé beaucoup de questions parce que face à une telle somme d'informations, millions de mots avec des projets extrêmement euh, importants, j'ai exploré les possibilités de migrer soit avec des outils sur étagère, hein, qui existent, et puis j'ai exploré de l'autre côté une version maison. En écrivant un petit script. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que quand j'ai vu les prix des éditeurs alors, puis bon, par rapport à nos volumes, peut-être que c'était pas du tout adapté, mais en tout cas, le bénéfice était clairement d'écrire un script maison de migration qui fait aujourd'hui 80% du boulot. Et ça m'a coûté quelques jours de développement, hein, avec l'aide évidemment d'IA qui m'ont orienté, etc. Donc les IA aussi aident beaucoup à trouver les bonnes pistes. Mais bon, j'ai écrit quand même moi-même le code. Et donc, l'objectif, c'était de migrer à 80% le travail. Alors, comment ça se passe? En gros, vous avez 4 étapes. Donc, vous avez un projet RoboHelp.
historique avec plein de fichiers. Alors, il y a des fichiers propriétaires, évidemment, il y a plein, et puis il y a des fichiers importants de structure, etc. Donc, la première étape, c'est de nettoyer complètement le projet, donc de ne conserver que ce qui est utile, c'est-à-dire les pages HTML, la structure qui correspond un peu à la data map, etc., etc. Donc, on nettoie et on assainit le projet. Donc ça, c'est juste un tri de fichiers, finalement, hein, avec des copies, etc. On convertit tous les topics de RoboHelp qui sont en fait des formats HTML non structurés, enfin de l'XHTML, en topic data. On a fait le choix de faire que du task. Donc j'ai spécialisé en fait tout en task parce que c'est 90% de type de contenu dans le net en ligne. Et en fait, il y a un mécanisme XSL qui est intégré dans PowerShell qui permet de transformer de l'XHTML en data, en XML. Donc, en gros, on peut reconstruire et faire du mapping. Ça correspond à faire du mapping entre une balise et une autre balise en data, et puis avec des arborescences, etc., des contrôles. Donc ça a été assez facile à faire finalement en XSL. Donc là, on convertit toutes les pages HTML en point data. Troisième étape, on convertit la table des matières, qui est en fait un fichier qui s'appelle HHC, qui est en fait une description. En fait, c'est l'équivalent d'une data map, donc c'était vraiment très facile. En fait, c'est l'arborescence qu'on a vu tout à l'heure. Hein, donc, on décrit les pages. Voilà, très simple. Et puis, dernière étape, on injecte l'index. Donc, il y a un fichier HHK dans le projet RoboHelp. Alors là, je parle en format 2019. Hein. Ils ont encore changé le format dans les nouvelles versions. Mais en gros, ils stockent dans un fichier tous les mots-clés qui correspondent à un index. Moi, j'injecte ces mots sous forme d'index terme dans la balise prologue, dans les topics. Donc, du coup, il n'y a pas de perte d'information, un minimum de perte d'information. Et ça se fait assez rapidement. Donc, au début, il y avait des éléments qui disparaissaient, etc. Puis, au fur et à mesure des tests, j'ai intégré beaucoup d'éléments, comme donc les textes, évidemment, les images, les encres, les UI control, les notes, les listes, les images tableaux qui sont séparées, du coup, mais qui ont été modifiées hein, entre-temps, et l'auteur a trouvé une autre solution, il va passer en image map, hein. Donc ça va être plus simple. Donc je supporte aussi les image maps, donc les petites zones sensibles qu'on peut mettre sur des images. On va aussi migrer tous les pop-up. Donc là, ça va être possible aussi de faire le même comportement en cliquant et en ayant une petite fenêtre surgissante. Donc tout ça, c'est intégré dans l'outil de migration. Et au niveau des tests, on peut convertir des milliers de topics en vraiment quelques minutes. C'est assez efficace. Euh, un des projets Bootcamp, là, qui est à peu près, je sais pas, qui doit être à 100 000 mots ou 50 000 mots, on va dire, c'est une minute, quoi. Donc le temps de transformation, pour 80% du boulot, il est énorme. C'est un gain considérable. Et puis, il y avait aussi donc une autre étape qui est le développement d'un template HTML5, parce il faut quand même préparer la transformation de l'information. Et donc, avec le format OPT, qui est le format standard de template d'ITA Open Toolkit, j'ai développé un petit template dynamique avec un pipeline spécifique qui permet de transformer un HTML5 avec des bons paramètres, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, alors la roadmap, là, on va avoir besoin que la force soit avec nous, clairement. On a une estimation à peu près, alors tout dépend évidemment du volume de traitement, du nombre de jours disponibles chez Édition pour traiter tous ces contenus. Moi, j'estime qu'il faudra minimum entre 3 ans, 3 et 4 ans. Euh, Tout dépend voilà, du temps qu'on lui consacrera et comment ça va se passer hein, au fur et à mesure. Ça se passe plutôt bien, mais voilà. On a décidé de traiter les projets par ordre croissant de difficulté et de volume.
tout simplement pour voilà, ne pas se mettre tout de suite un gros boulet au pied, puis développer de l'expérience et de la compétence. Donc là, on a traité des petits volumes. Donc on a choisi de faire 5 projets cette année. Ça a bien démarré, hein, donc ça avance plutôt bien. Alors, il y a des surprises bonnes et parfois mauvaises, mais globalement, ça se passe bien. Il y aura sûrement la séparation des projets multiproduits. Là, on n'a pas commencé des projets multiproduits, mais il faudra probablement, je pense, s'y préparer l'année prochaine. Et puis, donc là, on fait ces 5 projets 2026. L'objectif, c'est de livrer la version d'ITA, donc d'arrêter les développements RoboHelp sur ces contenus et de mettre à disposition ces aides en ligne aux auteurs en octobre pour les former sur l'outil d'édition, hein, qui sera probablement la version WebOffer, donc la version Oxygène embarquée dans un navigateur, pour qu'ils puissent commencer leur mise à jour en fin d'année et intégrer ces nouveaux contenus dans TopSolid l'année prochaine. C'est l'objectif. D'accord. Et puis, donc, je vais pouvoir vous présenter les premiers résultats en avant-première de l'aide en ligne RoboHelp vers Dita. Est-ce que ça va marcher? Oui. Donc là, vous avez un exemple d'aide en ligne à une page sur une fonction copie d'écran, donc qui est actuellement embarquée dans TopSolid, hein. Donc, vous voyez la présentation. Donc on voit bien que ça ressemble beaucoup à une task, hein, avec une liste, avec des icônes, etc. Et donc la nouvelle version convertie, ça va être ça, voilà. Donc là, vous avez l'interface a vraiment changé, la présentation est très différente. Donc il y a de l'HTML5, vous voyez que là, on a mis de la couleur, il y a des notes. On a une navigation ici qui est plus simple. On a un fil d'Ariane, on a un moteur de recherche, on a des couleurs pour les notes. Ça a été réécrit. Donc, vous voyez qu'en fait, là, il y avait des choses un peu différentes. Donc, ça a été simplifié, enfin, ça a été détaillifié, on va dire. Donc, il y a un vrai travail de réécriture et de nettoyage qui a été fait. Et on a quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus respirable et une présentation dynamique beaucoup plus intéressante. Vous avez évidemment un petit moteur de recherche intégré. Donc là, vous pouvez taper ici un mot, machin. Donc là, c'est assez classique, hein, avec une notation des résultats. Et puis un index, hein, comme on avait précédemment dans RoboHelp. Et donc tout ça transformé depuis Dita directement. Voilà. Voilà pour vous. Donc on en est à ce point-là. Et donc le voyage, bah, pour nous, ne fait que commencer, hein. Donc ce que je peux dire en conclusion, là, j'ai un peu dépassé. Bah, Dita nous a quand même permis de passer un premier cap sur la maturité de notre production, sur les outils de production. Clairement, on voit les résultats en termes de qualité, de productivité, euh, d'intégrité. Enfin, on voit qu'on a passé un cap, clairement. Mais il faut aussi ne pas oublier que Dita, c'est puissant, clairement, c'est agile, mais ça demande de l'attention. C'est sensible. Il peut y avoir, on est exposé, voilà, c'est un système centralisé, donc il faut faire attention, il faut qu'il y ait un peu de sécurité. Faut pas, voilà, ça devient un système de production automatisé, et plus on met d'automatisation, et plus c'est exigeant, plus c'est sensible. Donc, faut pas oublier que ça demande aussi voilà, une attention assez importante pour que ça rende des services, mais à la hauteur de tout ce qu'il faut faire derrière pour que ça fonctionne correctement, quoi. Dita va nous permettre, j'en ai parlé tout à l'heure, de nous adapter aussi au modèle du futur avec les LLM, hein. Donc grâce à cette transformation, grâce à ce travail de, de restructuration de l'information, ça va nous aider grandement à alimenter tous ces systèmes.
Et puis, au fur et à mesure des projets, il faut aussi faire des compromis. Il faut concilier le changement et la production, il ne faut pas se compromettre. Mais il faut adapter, parce que là, quand on est en migration, on est à la fois, il faut continuer à produire, mettre à jour, mais aussi il faut accompagner le changement. Donc, il faut faire des compromis au quotidien, hein, et puis trouver le bon réglage. Surtout, ne pas sous-estimer les temps de mise au point et la gestion des problèmes. Donc, clairement, ça, c'est un point important. Quand on se lance dans cette aventure, on va rencontrer des problèmes, c'est normal, c'est juste normal. Et il faut prévoir du temps pour ça. Et puis il faut pas paniquer, il faut rester serein. Et évidemment, toujours être curieux. Moi, je le dis toujours, la curiosité n'est pas un vilain défaut, bien au contraire, il faut vraiment la développer et puis imaginer, toujours développer son imagination qui est bien plus importante que son intelligence. Voilà, je citerai pas Albert Einstein, mais il a dit ça et il a raison, je pense. Et enfin, il faut garder le cap, hein, il faut être déterminé et puis voilà, et puis il faut accepter que tout soit pas parfait, mais atteindre l'objectif et puis traverser, voilà, que le voyage continue et puis que ça, voilà, on atteigne l'objectif avec sérénité et puis détermination. Et voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, David. Avec Alors, nous plaisir. dépassons un petit peu. Est-ce que des personnes auraient des questions ou souhaitent poser une question ou une réaction? Euh, Bonjour à tous. Moi, j'ai trouvé ça très sympa, très intéressant au niveau de la présentation. Bon, évidemment, c'est un petit peu débordé, hein, comme vous avez pu Pardon. le constater. Moi, c'est surtout l'aspect migration, en fait, vieux contenu. Donc là, vous avez présenté RoboHelp en dictat. Moi, pour ma part, dans mon métier, là, je vais avoir beaucoup de contenu FrameMaker aussi à convertir en dictat. Là, j'ai vu que l'option que vous avez choisie, c'est bien sûr passer par du contenu déjà structuré, donc du HTML. Donc moi, je trouve ça très bien, puisque je sais que c'est des fonctionnements qui marchent très bien depuis de longues années, voilà, dans nos métiers là. Voilà, donc bien sûr, moi, je suis preneur sur des solutions d'automatisation le plus possible. Et là, vous avez donné quand même vraiment des choses intéressantes au niveau de ces aspects-là. Donc au niveau du XSST, par exemple, que je connais pas, mais je suis toujours preneur de ces aspects-là. Voilà, moi, je connais les feuilles de style, les choses comme ça, mais ces aspects XSST, je maîtrise très peu. Donc, voilà. Pour moi, c'est des pistes un petit peu de formation et de tests voilà, pour des migrations de vieux contenus en DITA. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. En fait, moi, c'est pareil, j'ai découvert le sujet, je connaissais pas du tout le XSLT. Et en fait, c'est en creusant le sujet, en posant beaucoup de questions et en fouinant à droite, à gauche, etc., que j'ai découvert qu'on pouvait transformer de l'XML. En fait, à partir du moment où vous avez une structure XML, alors dans FrameMaker, je pense que ça doit être le cas hein, déjà, parce qu'ils avaient, à l'époque, ils avaient déjà, même en non structuré, ils stockaient leur information sous forme XML. Vous avez, en fait, il faut dégager ce qu'on appelle un pattern, un motif qui va vous permettre en fait de faire un mapping entre un motif source et un motif cible. Et à partir de là, avec l'XSL, vous pouvez appliquer des méthodes de transformation assez facilement. À partir de n'importe quel langage, hein. Moi, j'ai utilisé PowerShell parce que j'étais sous Windows, mais ça peut être évidemment sur Linux, sur Mac, enfin peu importe le langage. Mais c'est le mécanisme, le principe, c'est qu'on injecte en fait une source non structurée en XML en général ou en HTML, et puis on transforme avec l'XSL et en bout de chaîne, on obtient un code transformé, structuré.
Alors structuré, enfin, c'est un bien gros mot, c'est-à-dire qu'on obtient quand même une structure, mais qu'il faut revoir, hein. C'est pas parfait, hein. Moi, j'ai transformé sûrement des pages HTML qui étaient plutôt du concept ou de la référence, et j'en ai fait un task, hein. Parce que je suis pas allé jusque-là, j'ai pas détecté au niveau sémantique. J'ai dit que tout était en task, parce que c'était plus simple pour moi, mais après, il y a évidemment, il faut relire, il faut modifier le code à la sortie, mais si vous arrivez à 80% du résultat, vous avez quand même gagné un temps considérable plutôt qu'une version à la main, quoi. C'est clair, hein, mais ça se fait, mais il faut passer du temps. Moi, j'ai dû consacrer sur ce projet pour écrire le script environ entre 7 et 8 jours. Donc, c'est pas non plus énorme, hein, franchement, ça, bon, à plein temps par contre, hein, donc c'est vraiment. Puis bon, à faire des textes, etc. Mais par rapport au prix d'un stylo ou d'un éditeur qui voulait me vendre cette prestation très chère, clairement, j'étais beaucoup moins cher que stylo, clairement. Et puis bah, on obtient le script, on peut l'adapter, on peut le réutiliser. Et donc, franchement, je vous encourage à voilà, explorer les voies, hein, les deux voies. Peut-être que votre source est adaptée à des produits commerciaux, mais en tout cas, dans mon cas, c'était plus facile de faire un truc maison. Ok. Voilà, Super. Merci beaucoup. avec plaisir. Est-ce qu'il y a Écoutez, d'autres questions? mhm. Je pense qu'il y aura toujours des questions. En tout cas, Ouais, ok. c'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai trouvé effectivement passionnant ce cheminement et aussi le fait qu'on ouvrait à des problématiques qui sont des problématiques de migration de contenu, d'architecture de contenu. Et on se rend compte effectivement que notre domaine est extrêmement riche, hein, typiquement avec les problématiques qui viennent d'être évoquées. La transformation, conversion de contenu legacy, c'est des vrais enjeux. Donc, et en plus, avec l'IA, on arrive aussi à des solutions assez intéressantes. Donc, ouais, non, c'était une très belle présentation. Merci beaucoup, David. Bah, merci, merci à vous, avec plaisir.